Radio Classique, la question écho du jour. 6h54, on parle ce matin sur Radio Classique de la 5G. Je vous le disais, elle sera cette année l'une des vedettes du CES de Vegas. Le Consumer Electronics Show, la 5G, qui est un vrai défi pour les opérateurs. On le voit aussi de plus en plus, une véritable arme géopolitique. Bonjour Stéphane Dubreuil. Bonjour. Vous êtes le président de Stalitz Consulting. La 5G, je rappelle, c'est la 5e génération de téléphonie mobile. On l'annonce 30 fois plus rapide que l'actuel 4G. On dit aussi que c'est un peu la fibre sans fil. Et on voit que c'est instrumentalisé en ce moment par les anglo-saxons contre les Chinois. On le voit sur tous les bâtons qui sont mis dans les ronds de Huawei, de ZTE, interdit en Australie, peut-être bientôt aussi aux États-Unis. Quelle est la réalité, Stéphane Dubreuil, de la menace que représentent les Chinois sur le déploiement de la 5G, notamment en termes de sécurité ? Qu'est-ce qu'on en sait ? Avant de parler de la sécurité, en fait, il y a effectivement une confrontation, puisqu'en fait, c'est un rapport de force entre les Américains et la Chine sur la domination, en fait, de tout ce qui est technologique et télécommunications. Et en fait, l'enjeu qui s'est réveillé assez récemment, c'est qu'en fait, les Chinois ont investi en 2017 45 milliards de dollars aux États-Unis. C'est 3 fois plus que l'année précédente. Et c'est 10 fois plus que 3 ans avant. Donc en fait, l'inquiétude qui a toujours existé avec les Chinois et le problème de sécurité, il vient de prendre corps parce que maintenant les Chinois investissent et rachètent les sociétés technologiques américaines, mais je vais même plus loin. Ils ont voulu racheter, Donald Trump a bloqué le rachat d'une société qui s'appelle Qualcomm. C'est elle qui fait les puces 5G en fait, et une grande partie de l'intelligence. C'est les puces aussi dans les smartphones. Exactement, parce qu'elle est en conflit d'ailleurs avec Apple. Beaucoup de smartphones ont d'ailleurs ces puces-là. Et en fait, ils ont une batterie gigantesque de brevets. Et les Chinois ont failli racheter en fait cette société. Donc là, ils vont très très loin aujourd'hui. C'est au-delà du fait qu'ils ont des réseaux de bonne qualité, c'est qu'en plus ils vont chercher les brevets des Américains et d'autres pays. Alors Donald Trump invoque la sécurité nationale pour mettre des bâtons dans les roues de Huawei en disant c'est truffé de logiciels espions au profit des services d'espionnage chinois. Qu'en est-il exactement ? On voit que la France, elle est plus nuancée que les pays anglo-saxons en disant soyons prudents vis-à-vis de Huawei, pas dans les cœurs de réseau comme on dit, mais enfin pas de problème finalement. Huawei reste en France. Alors, c'est vrai que nous, on a une vision qui est beaucoup plus pragmatique. Les Américains invoquent toujours le problème de sécurité nationale. Le Patriot Act a permis d'ailleurs de bloquer pas mal d'entreprises. C'est toujours la logique. Dans les faits, il est vrai que avoir un constructeur étranger avec un cœur de réseau, il y a toujours des risques de piratage et d'espionnage. Ça, c'est une réalité. Est-ce qu'elle est réelle ou elle est juste supposée ? Ça, c'est un autre débat. Mais aujourd'hui, il est clair que les Américains, en fait, utilisent ça pour protéger leur industrie. Mais vous pensez qu'ils ont raison ou bien que les Français sont un petit peu naïfs ? Je pense qu'ils ont complètement raison. Je pense que les Européens, c'est l'erreur qu'on a fait. D'ailleurs, l'industrie, je rappelle quand même la 2G, donc il y a 3 générations de mobiles. C'était les Européens qui dominaient le monde parce qu'on avait créé le standard. Et quand on crée un standard, on crée une industrie. On a dominé le monde à telle mesure que 20 ans après, 92% des réseaux télécoms dans le monde étaient sous la norme GSM. Aujourd'hui, l'Europe a perdu Alcatel, a perdu Siemens, a perdu une partie de Nokia, etc. Donc on a perdu notre industrie. Donc on ferait bien de copier un peu les Américains et de protéger également, parce que les Américains vont prendre certainement les fabricants américains comme Cisco, etc. Les Chinois prendront les Chinois, et donc les Japonais prendront les Japonais. Exactement. Les Coréens, c'est fait, c'est eux. Oui. Donc aujourd'hui, si on fait pas ça, on va avoir des réseaux étrangers, effectivement. Alors qu'on a quand même Nokia et Ericsson qui développent des infrastructures 5G en Europe. Alors les appels d'offres pour la 5G, dit-on, ça doit se passer dans le courant de l'année. Il y a une innovation par rapport aux précédents appels d'offres, c'est qu'il n'y a pas que des opérateurs télécoms qui vont pouvoir acheter des fréquences 5G. C'est un vrai changement, ça, Stéphane Dubreuil. Alors c'est un vrai changement et ça revient à la question précédente. Pourquoi les Américains surréagissent ? C'est que ce réseau-là, contrairement à tous les autres, il va permettre d'avoir ce qu'on appelle des verticales, c'est-à-dire qu'il va permettre de faire la voiture autonome, donc d'avoir des constructeurs automobiles qui vont piloter leur voiture. Il va permettre de faire de la télémédecine, il va permettre de faire de l'internet des objets sécurisés, etc., etc. Ce que ça veut dire, c'est que en fait, on va avoir des secteurs entiers qui vont basculer parce qu'on est en temps réel sur cette technologie-là. Et l'enjeu, il est là, c'est-à-dire qu'en fait, des industries entières vont basculer sur ces réseaux-là. C'est-à-dire que la SNCF, PSA, ou exactement. Bien encore... Aujourd'hui, alors PSA, Renault regarde, les GAFA regardent... pour avoir leur propre... Exactement, les hôpitaux de Paris, par exemple, s'interrogent sur le fait de pouvoir faire de la télémédecine via la 5G, etc. Donc on a beaucoup d'industries et de secteurs qui regardent, et c'est la première fois. Pourquoi ? Parce qu'on est en temps réel. Et donc ça change tout. C'est-à-dire que la valeur de ce réseau
va être décuplé par rapport aux autres. Ouais, alors ça inquiète beaucoup les opérateurs classiques, hein, dont Orange. Je vous rappelle que Stéphane Richard sera mon invité. Je lui poserai la question tout à l'heure ce qu'il pense de l'arrivée d'opérateurs industriels comme la SNCF ou PSA sur la 5G. Merci à vous Stéphane Dubreuil, président de Stalitz Consulting, avec nous ce matin. Il est 7h14 sur Radio Classique. Bienvenue si vous nous rejoignez. Mon invité ce matin, le PDG d'Orange, Stéphane Richard. Bonjour. Bonjour. Ouais. Alors l'autre tendance lourde pour les télécoms cette année, c'est la 5G. J'ai plein de questions à vous poser sur la question de la 5G, puisque à la fois sur le plan industriel, sur le plan du déploiement, sur le plan aussi géopolitique, on voit que la 5G s'impose comme un sujet aujourd'hui absolument majeur. D'abord, technologiquement, vous avez fait une déclaration assez forte au moment en pleine polémique sur Huawei mi-décembre. Vous dites, de toute façon, nous, chez Orange, on a fait le choix de ne pas solliciter Huawei. Enfin, vous n'avez pas tout à fait dit ça. Vous avez dit, on m'impose de ne pas utiliser Huawei. C'est une contrainte que vous impose l'État actionnaire, Stéphane Richard, parce que Huawei présenterait un risque comme ça d'espionnage. C'est pas particulièrement l'État actionnaire. Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a un certain nombre d'inquiétudes autour de Huawei et des Chinois d'ailleurs en général. Il n'y a pas que Huawei, il y a aussi ZTE qui est l'autre grand chinois. Ce que je constate, c'est qu'il y a de grands pays. Et je parle pas de l'État français, là, hein. Il y a les États-Unis, il y a l'Angleterre, il y a l'Australie, il y a le Japon récemment, qui ont tous émis des avertissements, un peu au titre du principe de précaution, si vous voulez. Voire des interdictions, voire des interdictions carrément, sur les partenariats technologiques avec Huawei. Bon, je constate cette situation. Et c'est aussi évidemment le cas en France, même si c'est plus ambigu en France, puisque on dit pas dans les cœurs de réseau, pas en région parisienne, mais autour. Alors, quelle est la situation d'Orange face à cela? D'abord, nous travaillons avec Huawei en dehors de la France. Je le dis, on travaille avec Huawei en Afrique, on travaille avec Huawei dans certains pays européens. Huawei est une entreprise avec laquelle on a une coopération depuis des années qui se passe, je dirais, globalement bien. Parce que Huawei est une entreprise qui, au niveau de la technologie, est tout à fait performante. C'est pas que des prix, hein. C'est pas que des prix. Non. Vous savez, c'est le numéro 1 mondial aujourd'hui. Et pour ceux qui sont allés visiter leurs installations en Chine, quand vous êtes à Shenzhen chez Huawei, vous avez un centre de recherche et développement avec 50 000 personnes. Donc, il faut voir de quoi on parle. Incroyable. Alors, il se trouve qu'on ne travaille pas avec eux en France, ça c'est vrai, et qu'on n'a pas l'intention de le faire. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a des alternatives européennes. Ça, faut quand même le dire de façon nette. Nokia, Ericsson, notamment. Il y a Nokia et Ericsson, qui sont deux grandes entreprises européennes, parfaitement state of the art sur le plan des technologies, notamment de la 5G. Donc, je vois pas pourquoi, si vous voulez, alors qu'on peut travailler de façon tout à fait efficace avec Ericsson et Nokia sur le déploiement de la 5G, on le ferait nécessairement avec Huawei, avec ZTE. On n'est pas obligé de le faire. D'accord. Pour moi, ce qui doit s'appliquer, c'est le principe de précaution. C'est-à-dire que tant que on n'a pas une certitude absolue que nos prescriptions en matière de sécurité de nos infrastructures digitales de communication sont totalement respectées par l'ensemble des fournisseurs, y compris Huawei, il vaut mieux effectivement appliquer le principe de précaution. Alors l'appel d'offres pour la 5G, l'ARCEP disait au mois de septembre, ce sera pour la mi-2019, semble-t-il c'est ça, hein, ce sera dans le courant de l'été. Alors ce sera cet appel d'offres sous quelle forme? Est-ce que ce sera des enchères? Est-ce que ce sera un forfait? Quel budget vous anticipez-vous, que ce soit autant pour les fréquences, pour l'obtention des fréquences, que pour les installations? Je crois que les Italiens, c'est presque 7 milliards que l'État italien a raflé avec les enchères sur la 5G. Vous pensez que la France sera aussi gourmande, Stéphane Richard? Non, il faut vraiment regarder le détail des choses. Si vous voulez, les fréquences de la 5G, pour faire simple, la 5G va nécessiter deux types de fréquences, des basses fréquences et des très hautes fréquences. Les basses fréquences ont été, en France, allouées, il y a quelques années, pour l'essentiel aux opérateurs. Donc ces dépenses-là, nous les avons déjà faites, c'était pas le cas en Italie. Donc il faut comparer ce qui est comparable. Disons le spectre si on peut dire, des enchères de fréquences sur la 5G sera pas le même en France et en Italie, parce qu'une grande partie de ces fréquences, qui sont les basses fréquences, ont déjà été allouées. On a dépensé à l'époque 3,5 milliards pour les acheter. Bon. Donc, en France, ça va être essentiellement des fréquences sur des bandes hautes. Il y a deux types de bandes, et notamment ce qu'on appelle les millimétriques, qui sont les très hautes fréquences qu'on n'a jamais utilisées dans les télécoms. Donc, là, quelle est la valeur de ces fréquences? Il y a des débats sur le sujet. Il y a des valeurs mathématiques qu'on sait calculer. Vous l'avez budgété. Oui, qu'on a bien sûr, on a fait des prévisions. On peut parler de l'enveloppe, vous pouvez nous le donner ou pas? Pour nous, disons que la valeur mathématique de ces fréquences, quand on regarde l'usage qu'on peut en faire dans le temps, elle se mesure plutôt en centaines de millions d'euros qu'en milliards d'euros. Ah oui, quand même. Oui. Oui, bien sûr. Mais c'est contre quoi? Parce que vous anticipez des frais d'installation très élevés aussi, Stéphane Richard? Non, ça c'est vraiment la valeur
pure, je dirais, du spectre, des fréquences. Bon. Ensuite, il y a une mécanique d'enchères. Oui, bien sûr, il y aura des enchères. Ça, c'est une obligation, puisque c'est du domaine public. Donc l'État et l'Agence des fréquences et l'ARCEP qui vont mettre ça en œuvre ont l'obligation de procéder à des enchères selon la façon dont ces enchères seront dessinées, c'est-à-dire les lots qu'on fera, le nombre de lots qu'on mettra en face du nombre potentiel de candidats. On voit bien comment est-ce qu'on va gérer on va gérer la montée des prix. Donc il n'y aura pas que des opérateurs de téléphonie. On le voit bien. On parle beaucoup de l'entrée sur le marché de la 5G d'opérateurs verticaux, c'est-à-dire des spécialistes, des industriels, que ce soit des constructeurs automobiles ou bien la SNCF par exemple, qui voudraient avoir leur propre réseau 5G indépendamment des réseaux télécoms. Ça vous inquiète, ça, Stéphane Richard, de voir ces nouveaux acteurs de la 5G ? Bon, écoutez, ça m'inquiète. J'avoue que je suis un peu dubitatif. Vous voyez, je me demande si la priorité pour la 5G, c'est pas plutôt de rénover les rames qu'on utilise dans le RER francilien plutôt que d'aller acheter du spectre de la 5G. Je me demande si la priorité pour PSA, qui est dans une compétition mondiale avec les Allemands, les Chinois, les Japonais, c'est vraiment d'acheter du spectre 5G. Bon, moi j'ai des questions là-dessus. Je pense que d'ailleurs toutes ces entreprises devront un peu rendre des comptes et justifier ce type d'investissement s'ils souhaitent les faire, pour aller quand même très très loin de leur cœur de métier. Nous, c'est notre métier. Donc nous, de toute façon, on sera dessus, ça c'est sûr, et on fera ce qu'il faut pour avoir ces fréquences. J'ai une autre question à vous poser. Alors, c'est aussi en rapport avec les périodes de discussion des appels d'offres. Il y en avait en 2018. Vous n'aviez pas le droit de discuter avec les autres opérateurs. Il y a un trou de 6 mois. Ramon Fernandez, votre directeur financier, dit justement à propos de la consolidation, c'est-à-dire cette idée de repasser de 4 à 3 opérateurs. Il dit il y a une fenêtre de tir. Est-ce que vous avez des plans aujourd'hui, Stéphane Richard, pour Orange? Racheter l'un des opérateurs français. On sait que tout le monde souffre en ce moment, le marché va pas très bien, vous avez beaucoup investi, les marges s'érodent. C'est peut-être le moment d'y aller là. Écoutez, non, on n'a pas de plan parce que nous, on est les plus gros, on est l'opérateur leader du marché, et donc on est les plus mal placés pour faire cette consolidation. Partout où elle a eu lieu, cette consolidation, en Europe en tout cas, c'est jamais le numéro 1 du marché qui l'a faite, c'est plutôt le numéro 2, le numéro 3, le numéro 3, le numéro 4. Donc, on n'est pas dans le bon siège, nous, pour ça. Bon, vous spéculez sur quoi? SFR rachetant Free rachetant SFR, Bouygues Écoutez, moi, je spécule sur rien. J'ai dit ce que je pensais de ce sujet depuis longtemps. Alors, il y a des polémiques là-dessus. Est-ce que c'est bien pour le pays ou pas, la consolidation? Pour moi, c'est une question de bon sens. On a des gros investissements à faire. On vient d'en parler. La 5G, par exemple, la fibre. Le déploiement de la fibre, c'est la rénovation du réseau cuivre aussi. La rénovation du réseau cuivre. Et donc, le modèle économique des opérateurs, il n'est pas très compliqué. C'est beaucoup d'investissements, c'est beaucoup de coûts fixes. Et donc, bien évidemment, si vous répartissez ces investissements et ces coûts fixes sur une base de clients plus importante, vous êtes plus performant, vous pouvez investir plus et vous pouvez le faire dans l'intérêt du consommateur. C'est basique. Bon, ce raisonnement n'est pas toujours compris peut-être par tout le monde, peu importe. Ensuite, c'est une affaire de capitalistes, d'entreprises, d'histoire d'entreprise. Il faut qu'il y en ait 2 qui se mettent d'accord sur les 4. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je ne sais pas si ça arrivera. Nous, on s'est organisé pour continuer comme on est aujourd'hui à 4. Et Orange n'est pas en difficulté dans le marché actuel. Je pense que ça serait mieux pour le pays, pour l'optimum, disons, de ce secteur, qu'on soit plutôt 3 que 4. Mais j'ai pas les clés. Moi, malheureusement, et chez Orange, nous n'avons pas les clés pour y arriver. Donc, je ne spécule pas. Je souhaite que ça se passe. Mais c'est pas Orange qui tirera le premier coup de fusil. C'est pas Orange qui tirera le premier coup de fusil. Non. Merci absolument. À vous, Stéphane Richard, PDG d'Orange, avec nous ce matin sur Radio Classique. Merci à vous.